Dépasser la frontière politique, c'est agrandir la minorité et faire une force d'une force une faiblesse. Non, faire une force d'une faiblesse. Mettre en avant une identité commune plutôt que s'affronter sur des questions qui pourraient compromettre les équilibres. Le fait de se ressouder autour d'une pratique commune est vécu comme quelque chose d'important. Toutefois, des exclamations comme la fête avec les amis est présentée de belles vaches, puis si ça gagne, tant mieux. Bon, évidemment, ne font pas l'unanimité. Ceux qui ont vraiment l'idée, le plaisir de gagner, et beaucoup plus que le plaisir de participer, évidemment, ont un peu de difficulté à s'exprimer de cette façon. Nous observons l'existence de forces qui agissent dans le sens d'une atténuation des tensions pour favoriser les batailles, ou parce que les batailles contribuent à résoudre les tensions ou peut-être simplement à mieux les supporter. L'effort de la part des différentes organisations pour garder un équilibre, encore que précaire, entre les différentes composantes qui animent les passionnés des batailles va certainement dans ce sens. Lorsqu'on comprend l'importance de la nature sociale des échanges dans tout système économique, on se rend compte que le jeu a une valeur nouvelle, une valeur en plus. Il faut reconnaître d'autre part que de vrais échanges économiques se font autour des batailles et avec leur expansion. Il ne s'agit pas d'un système en vase clos, mais bien d'une introduction de nouvelles richesses dans le circuit. Donc le jeu n'est pas, comme l'avait affirmé Caillois, sans conséquences pour la vie réelle. Avoir une reine, ça fait changer la vie de l'éleveur. En réalité, les éleveurs tendent peut-être à minimiser des fois, parfois l'impact des batailles sur la vie réelle, parce qu'effectivement, la vie au quotidien est toujours très, très, très dure et on est à l'intérieur d'un système sans pause, sans repos, etc. Mais en même temps, le fait d'avoir une reine change énormément. C'est un système rentable, donc être à l'intérieur de ce circuit. Il est un peu aléatoire, mais rentable surtout à un très haut niveau. On peut l'imaginer, lorsque la renommée de l'éleveur fait vendre bien tous ses veaux, lorsque on vend plus facilement un animal qui transite par son étable. Cet aspect tend à atténuer aussi un peu les tensions par rapport aux inconvénients des aspects d'innovation, par exemple. Quant à l'équation jeu-rendement, elle aussi trouve sa place dans l'équilibre général parce que les éleveurs traditionnels, peu engagés sur le terrain de la sportivation extrême visant la production, alimentent quand même la pépinière à laquelle puisent les plus passionnés des combats, en garantissant le cheptel et le patrimoine génétique à l'intérieur duquel on peut espérer voir émerger une reine. Et il crée aussi, et surtout, je dirais, le substrat dans lequel se développe la passion du jeu et le consensus. Car ce sont les hommes qui font la reine. Au-delà de tout, ce sont les hommes qui, en reconnaissant son statut de reine, font d'une vache quelconque, après le combat, voilà, une reine qui... et à laquelle on attribue une valeur en plus, une valeur supérieure, y compris sur le plan économique. La dimension ludique est protégée par les règlements, notamment par l'impératif du rendement qui constitue une condition indispensable pour l'existence des combats. La dimension sportive, bien que contenue par les règlements, qui sont un peu conservateurs dans ce sens, parce que les règlements de tous les pays sont centrés sur le souci de protéger la vache, pas du tout sur l'augmentation du caractère spectaculaire ou sur la violence du combat. Donc cette dimension sportive est quand même encouragée par les ambitions des éleveurs, logiquement. Tout le monde dans le milieu admire les belles vaches et les belles reines, et donc les éleveurs qui ont les meilleures reines reçoivent l'admiration de tout le monde, évidemment. La dimension spectaculaire retient l'attention des organisateurs et des promoteurs touristiques qui voudraient rentabiliser ces manifestations et en faire une vitrine pour le terroir. Mais en même temps, nous n'observons pas une véritable recherche de stratégie innovante à tout prix dans le sens de la spectacularisation. La grande négligée est la pratique festive en elle-même.
que rien ne préserve et qui est menacée par l'appareil organisationnel qui croît de plus en plus. À longueur d'année, des manifestations très variées valorisent toutes sortes de biens matériels authentiques, entre guillemets, parfois aussi des biens immatériels, en adoptant en même temps aussi des modèles de socialisation nouveaux. Mais personne n'a encore placé l'accent sur la pratique festive autochtone en tant que telle. La pratique festive nécessite de temps et de lieux spécifiques, et aussi bien d'une connivence culturelle qui pourrait se restreindre jusqu'à disparaître, vis-à-vis d'une radicalisation de la dimension sportive, aussi bien que de la dimension spectaculaire. Parce qu'invisible, par manque de recul, il s'agit peut-être bien de l'élément le plus important dans le maintien de la continuité avec la pratique. Chaque jour hérité et transformé. La preuve en est que même dans le cadre de l'espace Mont-Blanc, cette dimension festive, pas analysée, pas réfléchie, subsiste comme un élément de continuité fondamentale que l'ajout de frontières politiques et de nouvelles sources de conflits potentiels est loin d'avoir mis à mal. Et donc ça reste quand même encore central dans la pratique, si ce n'est dans les préoccupations des organisateurs et des éleveurs. Voilà, encore quelques photos. Merci de votre attention. Puzzo, comme on dit chez nous. Merci Christiane pour ton intéressant exposé. Aujourd'hui, nous aurons des nouvelles clés de lecture quand nous irons à l'arène. Bon, réaction, questions, je ne sais pas si vous avez quelque chose à demander à Christiane ou on aura l'occasion même de le faire ensuite. On parlera après. Bien, alors je crois qu'on peut continuer. Bien, j'invite à nous rejoindre à la table de la présidence M. Jérôme Dubosson. Je profite aussi pour remercier, saluer nos amis internautes qui nous suivent de chez eux. Hier, on a eu une soixantaine de contacts, ce qui nous encourage quand même. Bien, Jérôme Dubosson, docteur en anthropologie et archéologie, je le remercie d'être avec nous, qui nous parlera des expressions de la civilisation de la vache par les éleveurs alpins et est-africains, affinités et disparités. À vous. Merci. Bonjour à tous, merci. Je vais attendre un petit peu que ça s'affiche. Voilà. Alors, dans le cadre de cette présentation, je vais mettre en parallèle deux civilisations de la vache. Elles sont toutes deux contemporaines, mais bien sûr distantes de plusieurs milliers de kilomètres. Elles se sont développées indépendamment l'une de l'autre. La première est à mettre en lien avec le bétail de la race d'airain, qui peuple les Alpes depuis bien longtemps déjà, dans des temps anciens, un peu difficiles à déterminer aujourd'hui. La seconde civilisation de la vache s'est développée en Afrique de l'Est, autour du boss Taurus et Indicus, autrement dit le zébu. C'est dans ces espaces qu'une relation privilégiée entre les hommes et leurs animaux domestiques peut être observée. Et je souhaite montrer ici qu'au-delà des différences environnementales, linguistiques, économiques, socioculturelles, les peuples qui les habitent partagent une communauté de pratiques et de représentations en lien avec le bétail. Une communauté qui ne traduit pas des liens historiques, mais qui traduit un même attachement à la vache. Et les vaches, en effet, ne sont-elles pas attachantes et celles de la race d'airain ont une morphologie bien particulière qui les distingue des autres. Elles sont trapues, elles sont musclées, elles ont des membres courts et trapus, elles ont un regard dit vif et expressif, elles sont résistantes, rapides dans leurs déplacements, à l'aise dans les sols pentus et accidentés, et elles connaissent ou ont connu et connaissent encore, avec les hommes et les femmes qui les guident, un nomadisme alpin. Humains et animaux migrent de manière saisonnière entre les différents paliers de pâture, faisant des éleveurs un peuple qu'on a dit sur les chemins. La vache a été et elle est au centre de la vie des éleveurs. Chaque famille possède d'une seule à quelques bêtes, plusieurs dizaines ou davantage encore, dont les soins vont rythmer l'existence. Et ce bétail régule les saisons, il nourrit évidemment les hommes, détermine aussi l'architecture, la répartition de l'espace, il appelle aussi une technologie spécifique et participe du jeu, de la religion, des mythes, contes et légendes.
Donc le bétail fournit aux hommes un moyen de subsistance, évidemment, et aussi un sens, finalement, à cette existence. Hommes et femmes baignent dans un univers de bétail, et c'est ce qui a fait dire à l'ethnologue Georges Amoudru qu'il y avait dans l'arc alpin une civilisation de la vache, présentant des expressions qui sont multiples et diverses, et qui sont pour certaines peut-être appelées à disparaître. Par exemple, jusqu'à récemment encore, les enfants des Alpes faisaient des figurines de bétail avec des morceaux de bois taillés. Et la confection, la manipulation de ces figurines permettait aux enfants d'incorporer finalement les règles organisant la vie en société, leur permettait d'acquérir les outils nécessaires à sa maîtrise. On peut voir des concours à celui qui aura le plus grand troupeau, on a des simulations de négociations, de transactions marchandes, des aménagements d'étables en réduction et des représentations de vaches idéales destinées à des combats en miniature. Alors si la vache de la race d'airain est reconnue pour être douce, affectueuse, peut-être facile à conduire parfois, son originalité tient dans son caractère de lutteuse. C'est une race qui est combative et si la compétition entre les animaux est un facteur naturel de hiérarchisation, elle a été aussi cultivée et valorisée par les éleveurs de génération en génération. Avec l'avènement de la modernité, l'industrialisation, l'urbanisation de la montagne au cours du XXe siècle, une nouvelle forme d'élevage voit le jour autour de la race d'airain. Cet élevage est davantage tourné vers l'instinct combatif de la vache que vers sa productivité laitière. La vache devient de plus en plus une vache sociale, de prestige, une vache lutteuse, la gloire des hommes. Elle entraîne une sociabilité intense, comme on l'a vu tout à l'heure, mais devenir une reine, comme vous le savez, ça ne s'improvise pas, cela nécessite des savoirs et des savoir-faire qui ne s'acquièrent guère dans les livres. Alors depuis leur plus tendre enfance, elles sont choisies, sélectionnées à partir de prestigieuses ascendances, de leur apparence ou d'après le conseil d'anciens éleveurs, ceux qui savent le bétail. Les préférées, elles sont choyées, nourries, traitées avec soin et affection. Leurs cornes, si importantes pour les combats, connaissent également des traitements particuliers. Elles peuvent être enveloppées dans des bandages pour les protéger des coups durant les luttes de printemps. Elles peuvent être graissées avec de la couenne de lard en hiver, insérées dans des guides-cornes pour les déformer. Par ces diverses pratiques, une relation privilégiée entre l'homme et l'animal s'instaure, une intimité qui permet à l'un et à l'autre de se connaître et de se reconnaître. Et si l'éleveur met autant de soin dans cette relation, c'est que aussi, finalement, quelque part, il s'y reconnaît. On dit qu'il est parfois aussi rustique, aussi fier, entêté, authentique, malicieux et bagarreur que sa vache. Donc les vaches font partie de la maisonnée et elles sont toutes nommées. Mais le choix du nom n'est pas un acte anodin. Dans le cas du nom bovin, il y a deux possibilités. Soit l'éleveur recourt à la tradition, il puise dans une liste de noms consacrés, et soit alors il innove avec un nom qui n'est pas encore appliqué. Le choix du nom traduit donc soit le respect de la tradition, soit une volonté de se démarquer. Ce choix est tributaire de la culture de l'éleveur, d'une culture particulière, ou alors de la personnalité du nommeur. Cette opération de nomination relève évidemment d'un besoin pratique, celui de distinguer une vache d'une autre en l'individualisant par un nom. C'est souvent plus facile à mémoriser qu'un numéro. Et d'autre part, elle a une portée symbolique car elle implique un changement de statut, comme un rite de passage. Par le don d'un nom, un éleveur fait d'un membre indifférencié de l'ensemble des vaches de la race d'airain un sujet propre, auquel est assignée immanquablement une personnalité, mais aussi une place dans la société des hommes et dans la société animale. L'analyse des différentes appellations montre que le choix renvoie à des champs de signification bien définis. Les noms fondent des associations entre les vaches et certaines catégories d'animaux, certains noms de bijoux, certains noms de personnes. Ces associations relèvent de procédés métonymiques ou métaphoriques qui font référence à un ensemble de qualités, de situations et de pratiques propres à l'univers socioculturel de l'éleveur. Par exemple, le terme de brune renvoie cette fois à la qualité intrinsèque attachée à cette race, celle qui symbolise sa propension au combat. Parmi les catégories animales, celle des fauves est très répandue. Ces noms destinent à un double champ de connotation, celui symbolisant le monde du combat et des qualités qui en découlent, ainsi que celui symbolisant le rapport amoureux.